Chaque week-end, des millions de personnes commandent la même boisson, gin tonic, vodka tonic. Un classique. Ce qu'elles ignorent, c'est qu'elles boivent un médicament dilué. Ce goût amer, il provient d'un composé qui a permis à l'Europe de conquérir la moitié du globe. Une molécule qui a déterminé quelles armées survivaient au combat dans la jungle. Un remède si précieux que des hommes furent assassinés pour en récolter les graines. L'eau tonique moderne contient 83 mg par litre. L'eau tonique coloniale en contenait 1000. Il faudrait boire 12 litres de Schweppes pour obtenir une seule dose thérapeutique de ce médicament qui a jadis sauvé des millions de vies. La boisson que vous tenez à la main n'est plus qu'un souvenir, un vestige d'une puissance si concentrée que des nations se sont fait la guerre pour s'en emparer. Et presque personne ne sait d'où elle provient. Bienvenue dans le trésor perdu de la nature. Cette molécule lumineuse s'appelle la quinine. Elle provient d'un arbre qui pousse là où la plupart des plantes meurent. Il pousse entre 1500 et 2700 mètres d'altitude dans les Andes équatoriennes péruviennes et boliviennes, où les températures varient considérablement entre le jour et la nuit et où la couverture nuageuse crée une humidité constante tout en empêchant le gel. Tanchona ofals, l'arbre à fièvre. Le peuple quechua des Andes utilisait son écorce depuis des siècles, non pas contre le paludisme, mais pour se réchauffer lors des nuits glaciales en montagne. L'amertume intense de l'écorce procurait de la chaleur corporelle. À leur arrivée au XVIe siècle, les Européens apportèrent aux Andes une plante inconnue, le Plasmodium falciparum, la souche la plus mortelle du paludisme. Dès les années 1630, la maladie transformait Rome en un véritable piège mortel, emportant papes et cardinaux sans distinction. Des missionnaires jésuites au Pérou firent une observation extraordinaire. Le remède quechua contre les frissons guérissait les fièvres européennes. C'était un remède fortuit, un traitement contre le rhume qui, par hasard, tuait les parasites tropicaux. Lorsque l'écorce arriva à Rome en 1631, elle fit effet. Pour la première fois, les fièvres cessèrent de tomber. Pendant 2 siècles, on ignora pourquoi. On réduisait l'écorce en poudre, on la mélangeait à du vin et on constatait la disparition des fièvres. Puis, en 1820, des chimistes français isolèrent le composé actif. Ils le nommèrent quinine. Soudain, les tropiques devinrent accessibles. Avant la quinine, l'Afrique était surnommée le tombeau de l'homme blanc. Le taux de mortalité des Européens en Afrique de l'Ouest dépassait 50% par an. La quinine changea la donne. Dès 1850, les décès dus au paludisme parmi les troupes britanniques chutèrent de 86%. Il ne s'agissait pas seulement de médicaments, mais aussi de pouvoir géopolitique. L'Empire britannique a utilisé la quinine pour coloniser l'Inde. Les Néerlandais l'ont employée pour contrôler l'Indonésie. Les Français l'ont utilisée en Afrique du Nord. Et ce gin tonic que vous commandez au bar n'est pas une invention récente. C'est ainsi que les officiers coloniaux britanniques en Inde prenaient leurs médicaments quotidiens obligatoires à partir de 1825. 6 centil de gin pour masquer l'amertume. La quinine leur permettait de survivre. À la fin du XIXe siècle, la quinine était la denrée la plus précieuse au monde. Chaque gramme provenait des forêts d'Amérique du Sud, alors en voie de disparition. Le Pérou, l'Équateur et la Bolivie savaient ce qu'ils contrôlaient. Ils ont interdit l'exportation de semences. Les contrevenants étaient passibles de la peine de mort. Mais les empires européens ne pouvaient fonder leur puissance sur une chaîne d'approvisionnement qui ne leur appartenait pas. Ils envoyèrent donc des voleurs déguisés en botanistes. La plupart échouèrent. Les graines pourrissaient en mer, et les jeunes plants mouraient pendant le transport. Les Britanniques envoyèrent des expéditions dans les années 1860. Toutes les graines qu'ils ont fait passer en contrebande contenaient moins de 3% de quinine. Ils ne valaient rien. Puis arriva Charles Ledger. Ledger était un commerçant britannique installé en Bolivie. Il ne connaissait pas les forêts.
Mais il connaissait un homme qui les connaissait bien, Manuel Incra Mamani. Mamani était un guide local capable d'identifier à vue 29 variétés différentes de cinchona. En 1865, il découvrit un arbre exceptionnel dans les montagnes de Bolivie. Son écorce contenait 13% de quinine, soit 3 fois la concentration de toute autre variété connue. Maman a récolté 14 livres de graines. Ledger les a vendus au gouvernement néerlandais pour 100 livres. Les Britanniques avaient refusé. Mani tenta d'en obtenir davantage. En 1871, les autorités boliviennes l'arrêtèrent. Ils le rouèrent de coups, l'emprisonnèrent et le laissèrent mourir dans sa cellule. Son crime: avoir aidé les Européens à voler la plus grande ressource naturelle de Bolivie. Les Néerlandais emportèrent les semences volées de Mamani à Java. Ils y plantèrent 17 000 hectares. En 1918, ils ne possédaient plus seulement une plantation, mais un véritable cartel, le bureau Quina. Ce bureau fixait les prix mondiaux, contrôlait l'offre et éliminait la concurrence. L'Inde britannique ne put rivaliser. Salon fit faillite. L'Algérie française échoua. En 1939, 97% de la quinine mondiale provenait d'un seul endroit, Java. Puis vint la Seconde Guerre mondiale. En 1942, le Japon envahit Java. En quelques semaines, les Alliés perdirent l'accès à la quinine. Dans le Pacifique, les soldats américains commencèrent à mourir plus rapidement du paludisme que des combats. La crise révéla un désastre stratégique. La dépendance à un monopole naturel était trop dangereuse. L'industrie pharmaceutique avait besoin d'une solution qu'elle puisse fabriquer en laboratoire. Les scientifiques tentaient de synthétiser la quinine depuis des décennies, mais la synthèse était trop complexe. En 1934, des scientifiques allemands de Bayer synthétisèrent un composé apparenté, la chloroquine, moins chère et plus facile à produire que la quinine. Elle était également plus simple à fabriquer. Et au début, ça a fonctionné. Dès 1947, la chloroquine a supplanté la nature. L'industrie pharmaceutique a triomphé. Mais voici ce qu'ils ne disent pas. La résistance à la chloroquine est apparue en 1957, seulement 12 ans après son introduction. Dans les années 1960, les souches résistantes s'étaient répandues dans le monde entier. On a introduit le mefloquine. Une résistance est apparue en 5 ans. On a introduit l'advacaco. La résistance est apparue la même année. Tous les antipaludéens de synthèse ont connu le même sort, un succès fulgurant, puis un échec total. Et cette eau tonique que on trouve dans tous les bars du monde contient le seul composé qui n'a jamais engendré de résistance généralisée. Aujourd'hui, le paludisme tue 610 000 personnes par an, soit 1670 décès par jour. 75% d'entre elles sont des enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Ce sont les enfants qui en souffrent le plus. Et voici ce que l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous sachiez. La quinine n'a jamais engendré de résistance généralisée. Malgré 400 ans d'utilisation continue, le parasite du paludisme reste sensible au traitement par la quinine. Des études menées dans les années 1920 et 1930 ont montré que l'extrait brut d'écorce de Kona était aussi, voire plus, efficace que la quinine purifiée contre les souches résistantes aux médicaments. Vous vous souvenez de ce remède miracle? La véritable version, avec ses 1000 mg de quinine, n'a jamais cessé d'être efficace. Alors que les médicaments de synthèse échouaient les uns après les autres, ce composé naturel continuait d'éliminer les parasites. Mais l'infrastructure de production mondiale s'est effondrée. Les plantations de Java ont disparu. Les forêts andines sont ravagées. Le marché pharmaceutique des antipaludéens représente 4 milliards de dollars par an. Il est dominé par les traitements à base d'articinine. Mais des résistances apparaissent déjà au Rwanda et en Ouganda. Le scénario se répète. Crise de la résistance aux médicaments de synthèse. Pendant ce temps, le composé naturel efficace reste inexploité.
C'est là le plus cruel. La Kona n'est pas difficile à cultiver. C'est son monopole qui l'est. Cet arbre a besoin de conditions spécifiques. Des températures fraîches entre 10 et 21 degrés, une forte humidité et l'absence de gel. Il prospère entre 1500 et 2700 mètres d'altitude sur les pentes montagneuses. Les Néerlandais ont découvert un secret, c'est-à-dire, si l'on coupe l'arbre à sa base, il repousse avec une concentration de médicaments supérieure à celle du tronc d'origine. C'est une source renouvelable de l'antimalurique, le plus efficace au monde. Mais après la Seconde Guerre mondiale, le savoir-faire nécessaire à sa culture a été oublié. Les publications scientifiques néerlandaises ont été archivées. Les banques de semences ont été abandonnées. Pourquoi? Parce que la protection par brevet des médicaments de synthèse générait des marges bénéficiaires considérables. Le Kona est un arbre. Quiconque possède un terrain à la bonne altitude peut le cultiver. Le bureau Kina a prouvé qu'on pouvait y bâtir un empire, à condition de contrôler les semences. Une fois les semences distribuées, le seul moyen de maintenir les profits a été de se tourner vers les produits de synthèse. Chaque fois que vous commandez un comprimé de quinine, vous en consommez la preuve. Ce goût amer est un rappel, le vestige d'un médicament autrefois si puissant qu'il aurait pu coloniser des continents. Désormais dilué à 83 mg, juste assez pour le goût, pas assez pour guérir. Les mêmes entreprises qui profitent des médicaments antipaludiques, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 4 milliards de dollars, n'ont aucun intérêt financier à relancer la production de quinine naturelle. Les brevets sur les médicaments de synthèse engendrent des prix monopolistiques. Les composés naturels, eux, ne sont pas brevetables. Quiconque possède le terrain adéquat peut cultiver du quinquina. C'est précisément pour cette raison qu'il a disparu. Face à l'apparition de la résistance à la chloroquine, l'industrie pharmaceutique a préféré développer de nouveaux médicaments de synthèse, plutôt que de revenir à la quinine, gage de marge plus élevée et d'un meilleur contrôle. Chaque nouveau médicament permet de gagner une décennie avant que la résistance ne le rende inefficace. Chaque nouveau médicament génère des milliards durant sa brève période d'efficacité. Et la quinine, ce composé de votre cocktail du week-end, qui n'a jamais cessé de faire effet après 400 ans, reste de facto absente, victime de son abandon économique. Certaines régions d'Hawaï, des Appalaches et du nord de la Californie se situent dans la zone de température et d'altitude propice au quinquina. Une culture à petite échelle est possible. Les exigences de l'arbre sont élevées, mais pas impossibles. Ce qui manque, ce n'est pas le potentiel botanique, mais la suppression systématique des connaissances nécessaires à sa viabilité économique à grande échelle. La prochaine fois que vous commanderez un gin tonic, goûtez cette amertume. Ce n'est pas qu'une question de saveur. Voilà ce que les laboratoires pharmaceutiques ont décidé de vous cacher. L'industrie dispose de milliards de dollars pour étouffer l'affaire. Nous possédons quelque chose de plus fort, la vérité. Mais la vérité n'a de valeur que si elle est partagée.